Bonjour et bienvenue dans les 4V, Clémence Bonjour, Guettet. merci. Est-ce que ce matin vous dites merci Total? Non, aujourd'hui on ne dit pas merci Total. Alors vous faites référence du coup au Au plafond, blocage. à 1,99 le litre pour le gazole et pour l'essence, tant que les prix resteront élevés pour le pétrole. Exactement. Non, déjà on dit que c'est au gouvernement d'agir, parce qu'on pourrait faire mieux que ça. Si jamais Total se permet ce blocage à 1,99, c'est parce que largement ils peuvent se le permettre. En réalité, ils ont fait 19 milliards de bénéfices nets mondiaux cette année. C'est le record de tous les records. Donc cette ristourne-là, elle ne leur coûte rien en réalité. Et puis nous, ce qu'on dit, c'est surtout que Bruno Le Maire devrait agir. Plutôt que de demander un effort à Total, à M. Pouyanné, etc., il devrait bloquer les prix. Ça fait des mois qu'on le dit, que ce soit pour l'essence ou pour les prix des produits alimentaires qui, là aussi, s'envolent avec l'inflation. In fine, c'est les Français qui trinquent. Et donc il faut faire quelque chose politiquement. Vous Il faut dites quoi, agir. que le gouvernement est trop gentil avec les pétroliers, avec les industriels aujourd'hui? Bien sûr, oui, parce que ce sont des grands groupes et qu'ils ont érigé en totem le fait de ne pas s'en prendre aux super profits, aux grands groupes qui accumulent des bénéfices, qui reversent des milliards de dividendes. Et on voit que d'année en année... Qui font travailler du monde aussi. Oui, évidemment, mais encore heureux qu'ils font travailler du monde. Mais on voit que d'année en année, ce partage des richesses, il se déséquilibre de plus en plus et qu'on bat des records qui n'étaient jusque-là pas atteints. Et que les salaires, eux, ne suivent absolument pas, évidemment, la même dynamique. Vous bloquez quoi comme prix concrètement? Bon, l'essence, on a compris. L'essence, des produits alimentaires, vous avez vu, je ne sais pas, par exemple, le lait, c'est plus 17%, l'huile, la farine, des choses qui sont essentielles pour cuisiner pour les gens. On a parlé beaucoup, on va peut-être en parler, de la rentrée et des fournitures scolaires. Mais je veux dire, aujourd'hui, le panier moyen pour les fournitures scolaires, c'est 233 €. C'est plus de 20% quasiment, donc c'est absolument énorme. Les gens ne peuvent pas absorber ça, a fortiori, je le redis, quand les salaires ne suivent pas. Et donc il y a un problème structurel qu'on abordera évidemment dans le budget quand on va l'étudier cet automne. Le mois prochain. Mais comment on partage le gâteau, comment on bloque les prix et comment on arrête de permettre que les marges, et notamment les marges de l'agroalimentaire, qui sont absolument énormes, soient redirigées directement en dividendes, en super profit. Vous évoquez l'école, visiblement là-bas on gère plus la pénurie que le trop-plein. On manque de profs, si l'on en croit l'enquête du principal syndicat d'enseignants SNES-FSU, manque de profs dans les collèges, manque de profs dans les lycées, sachant qu'on ne trouve pas des profs dans une pochette surprise, que les réponses toutes faites ne sont pas forcément les plus pertinentes. Qu'est-ce que vous proposez pour régler le problème ? Alors déjà, le chiffre qui est absolument monumental, c'est que dans un établissement sur deux, ils ont testé 500 prof. Établissements et 48% des établissements ont au moins un manque. Voilà. Exactement. Donc bon, on peut penser que c'est à peu près, ça reflète à peu près la réalité. En tout cas, on ne sait pas si c'est représentatif. Ils ont testé 500 établissements. Il en manque en tout cas plusieurs milliers dans le pays et ce n'est pas une surprise puisque en 5 ans, depuis le dernier mandat de M. Macron, on a fait environ moins 8000 professeurs. Là, on parle des professeurs, il manque aussi des AESH, c'est les accompagnants des élèves en situation de handicap, des psychologues, des médecins scolaires, des personnels plus largement de l'éducation nationale. Et pourtant, la France a investi davantage par élève ou par étudiant que la moyenne des pays de l'OCDE. Oui, mais ils sont aussi beaucoup plus mal payés que la moyenne. Enfin bon, bref, il y a quand même un problème structurant d'attractivité de ces métiers. Ils font 43 heures en moyenne, les professeurs dans ce pays. Ce qu'on leur a proposé, c'est un pacte pour faire des heures supplémentaires alors qu'ils sont déjà épuisés. Donc il faut qu'ils soient mieux payés, donc évidemment une revalorisation salariale. Ça, il y a déjà eu un geste. D'ailleurs, M. Macron avait menti, puisque dans la campagne, il avait dit plus 10%, ce sera pour tout le monde. Ça n'est absolument pas le cas, ça suit à peine l'inflation aujourd'hui. C'est 200 à 250 € selon le fait qu'ils prennent une charge supplémentaire ou pas. Ça ne suit pas, ça n'est pas assez pour faire face à l'augmentation du coût de la vie. Et par ailleurs, ce sont des métiers qui doivent être valorisés symboliquement, financièrement. On doit montrer aux professeurs qu'on est attentif parce que ce sont des métiers qui sont aussi difficiles. Et on le fait pour les professeurs et pour les élèves, in fine. Parce que quand vous avez des professeurs qui sont plus épuisés, plus fatigués, quand il y a moins l'énergie pour proposer d'autres projets collectifs, etc., c'est aussi évidemment les élèves qui en pâtissent. Et donc, pré-recrutement, augmentation des salaires et valorisation de ce métier. Et je le redis, on fait ça pour les élèves qui font leur rentrée dans une situation catastrophique, manque de profs, établissements qui peuvent être vétustes. Dans ma circonscription, la semaine dernière, puisqu'on a connu une canicule, il y avait des établissements où il faisait 40 degrés à peu près dans les salles de classe. L'hiver, ils ont froid. L'été, ils ont trop chaud. Et donc, pénurie de personnel, il faut remédier urgemment à tous ces problèmes. Donc il faut mettre beaucoup d'argent, c'est ce que vous dites. Là, il faut évidemment, et je n'accepte pas qu'on se résolve parce que les enfants aient pas de fourniture scolaire en arrivant à l'école. Ils aient faim parce qu'ils doivent louper le petit déjeuner parce que leurs parents n'ont pas les moyens. Vous laissez sa chance à Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation, ou vous dites, lui, ça ne changera rien?
Disons qu'il n'a pas fait une rentrée qui nous a beaucoup convaincus, notamment dans les thèmes qu'il a voulu mettre à l'ordre du jour. Je pense qu'il a opéré une diversion politique qui est dangereuse. Il a lui-même menti d'ailleurs, parce qu'il avait dit lui aussi qu'il y aurait un prof devant chaque élève, ce qui est faux. Et donc il faut maintenant qu'il apporte des solutions. Et bon, on sait de toute façon que dans le budget, il y aura moins de crédits pour l'éducation nationale. Si demain il disait on fait un Grenelle de l'éducation, vous êtes prêt à y aller ou vous serez dans une opposition comme celle qu'on peut connaître de LFI à l'Assemblée, c'est-à-dire du brutal et du contre les autres? Je ne sais pas si on est brutaux, en tout cas, on est déterminés et on a surtout une vision politique radicalement différente. C'est-à-dire que nous, on propose d'autres choses. Et on le voit, d'ailleurs, vous aviez un reportage juste avant sur l'austérité en Allemagne qui aujourd'hui montre ses limites. Ils sont dans la même optique. Ils ont déjà annoncé qu'ils allaient devoir trouver plusieurs milliards et qu'ils ne savaient pas où ils les prendraient, mais sans doute sur les services publics. Donc sur l'école, sur les hôpitaux par exemple, la rentrée sera sur la même tonalité que les 5 années précédentes. C'est pour ça qu'on s'oppose. Clémence Guettet, en ces temps où les plus fragiles ont les plus grandes difficultés à se nourrir, vous l'évoquiez, à se loger aussi, peut-on rester dans un logement social quand on est député ? Madame Keke, puisque c'est... On parle de Madame Keke, votre collègue LFI, donc qui elle que vous élue depuis plus d'1 an et qui est dans un logement social. Elle est élue donc... Logement obtenu tout à fait légalement puisqu'elle était femme de ménage avant d'être députée, on le précise. Elle était femme de ménage, très précaire, elle élève seule ses 4 enfants. Et donc elle a choisi, au mois de juillet, lorsqu'elle a été élue l'année dernière, de tout de suite contacter son bailleur social pour expliquer son revenu qui était très largement différent, pour proposer de payer un surloyer. Elle est en discussion avec eux actuellement, et donc elle a régularisé sa situation. Et par ailleurs, sur le fond, mais aujourd'hui, il y a tant de familles qui cherchent un logement social et qui ne pourraient pas payer ce surloyer. Est-ce que quand on est député, qu'on gagne 5 600 € net par mois, qu'on a la garantie de l'emploi pendant à peu près 5 ans. Non, un mandat, ça n'est pas une carrière. On ne sait pas, il pourrait y avoir une dissolution. Madame Keke pourrait ne pas être réélue, par exemple. Elle vit là où ses enfants sont scolarisés. Elle vit dans son quartier où elle est implantée depuis longtemps, là où ses enfants ont tout leur réseau, leurs amis, etc. Et je crois qu'en termes d'exemplarité, au lieu de vous en prendre à Madame Keke, sur lequel vous m'interrogez, je vous pose la question parce qu'il faudrait interroger les gens qui ont plusieurs maisons, qui ont plusieurs résidences, qui vivent dans le 16e arrondissement, etc. Un logement social. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 5 600 € net, sans que ce soit un cas personnel, soit dans un logement social? Est-ce que si c'était un député LR ou Renaissance, ça n'est pas un cas personnel. Le problème, c'est la tension. Le problème, c'est qu'on ne construit plus de logement social. Le problème aujourd'hui, c'est que dans ces villes que je connais bien, puisque je suis juste à côté, on fait de la résidentialisation, de l'accès à la résidence pour des gens qui achètent pour louer, mais de façon privée, donc à des tarifs plus élevés à des gens. Il faut faire davantage de logement social. On sait que ce sont des départements où en plus il y a une croissance démographique, il va y avoir plus de demandes. Mais Rachel Keke a raison de garder son logement social. Rachel Keke le souhaite et donc oui, je pense qu'elle a raison, elle doit pouvoir en bénéficier avec un surloyer qui correspond à ses revenus pour participer. Vous ne trouvez pas qu'en termes d'affichage et d'exemplarité, une députée, quelle que soit son étiquette politique, dans un logement social, ça fait bizarre ? Ça ne devrait pas, en fait, je pense. Parce que être député, c'est pas pour la vie, je le redis, ça n'est pas une carrière, ça peut s'arrêter. Je pense que c'est important qu'elle vive là où elle a souhaité vivre initialement avec ses enfants, qu'elle puisse continuer à le faire. Je pense que c'est important qu'on soit au milieu des gens et au milieu du peuple. Voilà. Et donc, il faut évidemment que ça ait une conséquence financière. Je reviens à ses revenus, c'est indéniable, et elle l'a dit elle-même. Mais par contre, qu'on puisse habiter dans ces quartiers-là est une chose importante. Et par ailleurs, intéressez-vous, je ne sais pas, par exemple, à tous ces députés qui ont des actions dans des entreprises qui sont polluantes, par exemple. Si la question qui nous intéresse fondamentalement là, c'est celle de l'exemplarité, je suis plus gênée par bien d'autres choses à l'Assemblée nationale que par Madame Keke qui a un logement social qui désire vivre et rester vivre dans son quartier. Oui, c'est 2 poids 2 mesures. Alors je pense qu'on l'interprète tous les deux pas de la même façon. Sans doute pas de la même façon. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous allez répondre à la lettre d'Emmanuel Macron qui faisait le bilan des consultations de Saint-Denis le 30 août dernier, qui a envoyé à tous les chefs de parti ? Eh bien, il y a eu une réponse de Manuel Bompard. Qui dit quoi ? Qui dit qui fait le constat de ce qui s'est passé pendant cette réunion interminable. Bon, d'abord, je veux dire, ce qui nous a gênés, c'est autant la forme de la convocation, c'est-à-dire ce huis clos avec le président de la République convoqué comme ça. Les Français ne savent pas ce qui se passe dans ces discussions. C'était, dit-il, pour se parler les yeux dans les yeux, sans conseiller. Oui. On a eu l'ordre du jour par la presse quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux cette histoire. Ensuite, les sujets abordés.
pas un mot sur l'écologie. Ils n'avaient rien à dire sur Ah si, ce il paraît qu'ils sujet. en ont parlé, mais tard, Marine Tondelier a dit. Très pour tard, les Verts. je crois à Ouais. partir de minuit pour être précise, mais donc trop tard compte tenu du fait que nos vies sont impactées largement par le changement climatique, mais vraiment de manière... Mais juste ça devrait sur être le fond, central, par visiblement, exemple. Emmanuel Macron, il entrouvre la porte au référendum. Est-ce que ça, c'est bien? La possibilité de référendum. Oui, d'accord, mais nous verrons comment ça va se matérialiser. Pour l'instant, c'est un groupe de travail, donc cette réunion, cette fameuse réunion de Saint-Denis, qui va donner lieu à des groupes de travail. Donc voyons, parce que si vous voulez, après le grand débat où Macron fait sa grande opération de communication, après la Convention citoyenne pour le climat qui ne donne rien, 90% des propositions jetées à la poubelle, nous n'avons pas de temps à perdre en réalité. Vous l'auriez sifflé, vous, le chef de l'État, au Stade de France, vendredi dernier ou pas? Ce sera ma dernière question. Alors, je ne suis pas allée au Stade de France. Par contre, je sifflé comprends. Parce que vous voyez, on a beaucoup interrogé. Est-ce que ce serait un déshonneur pour nous? Non, je ne crois pas. Les Français ont une mémoire politique. Ils sont un peuple résistant et ils n'oublient pas la réforme des retraites. Ils n'oublient pas les inégalités, etc. Mais non, parce qu'un chef de l'État, le président, qui vient dans un stade, c'est de la politique. Voilà, qu'il le veuille ou non. Merci beaucoup à vous, Clémence Guettet de Noé 4V. Bonne journée. Merci.